on constate qu'il est attendu qu'en 2027, l'industrie agroalimentaire, le secteur industriel contribuera à environ 25% du PIB. Donc il nous reste 4 ans pour qu'on puisse rattraper cet écart. Il y a également, on constate qu'on a beaucoup d'ambition dans cette politique. Nous avons beaucoup de recommandations. On a des recommandations notamment dans tout ce qui concerne la modernisation du secteur agricole. Parce que quand on parle d'industrie agroalimentaire, on ne peut pas la dissocier du secteur agricole. Donc, il y a également la recommandation sur les infrastructures. Comment moderniser les infrastructures? Comment créer des conditions favorables à l'émergence d'un secteur agroalimentaire? Il y a une politique qui est en place, et ceci est repris dans le PND, mais toutefois, on constate que nous sommes des spécialistes dans la rédaction des politiques, dans la réglementation, mais il nous faut devenir des spécialistes dans les résultats. Il nous faut, pour cette politique, il nous faut qu'on ait des objectifs qu'on appelle SMART en anglais. Des objectifs qui sont spécifiques, qui sont mesurables et qui sont limités dans le temps. Lorsqu'on prend toute la documentation qu'on a sur l'agriculture, sur l'industrie agroalimentaire au Burundi, la documentation existe. Il y a eu des études, il y a des politiques. On a la politique de l'investissement agricole. On a tellement de documentation. Mais à la fin, on se pose la question de savoir pourquoi est-ce qu'on n'avance pas si on a toute la documentation qu'il faut. Donc il nous faut devenir des spécialistes du résultat dans l'agroalimentaire pour pouvoir avancer. Donc, malgré l'existence de ces documents, malgré l'existence de la politique nationale d'industrie du Burundi, on constate que les industries agroalimentaires continuent à avoir des contraintes et des défis. On constate qu'il y a un manque criant des compétences et des connaissances appropriées du personnel de ces industries. Vous savez que l'année dernière, le ministère en charge de l'industrie a procédé à la fermeture des unités artisanales de production. Parmi les unités visitées, 52% ont été fermées. Et même parmi le reste, ne remplissait pas à 100% les conditions requises. Donc, c'est-à-dire que nous avons une industrie, nous avons des personnes, nous avons des Burundais qui veulent innover, qui veulent commencer des industries agroalimentaires, mais qui manquent de compétences. Il y a également l'absence des équipements modernes adaptés au contexte actuel. Vous savez que pour pouvoir commencer à produire, à avoir une unité industrielle, aussi petite soit-elle, il faut qu'il y ait des investissements, il faut un financement. Donc, on manque de financement. On a également l'insuffisance de matières premières. Le Burundi n'est pas très grand, et on a parlé de la densité de la population ce matin. Donc, il nous faut produire pour la consommation et pour l'industrie. Donc, les industries agroalimentaires manquent de matières premières. Il y a également l'absence d'investissement alloué au développement de la recherche et innovation. Dans la plupart des pays qui se sont développés, il y a eu de la recherche dans l'agroalimentaire, ou bien dans l'agroalimentaire ou dans la chaîne de valeur, c'est-à-dire soit au niveau de l'agriculture, ou au niveau de la transformation, ou à la fin de la chaîne de valeur. Nous avons besoin de la recherche et l'innovation. L'ISABU fait de la recherche et a du personnel compétent. J'ai eu à travailler avec eux, mais il leur faut des moyens. On a également besoin d'assainir l'informel. L'agroalimentaire, les produits alimentaires, c'est des produits très délicats. Ça peut rendre malade. Il faut assainir l'informel. Vous allez voir qu'une personne va se réveiller pour faire de la farine alimentaire pour les enfants. Les céréales contiennent des toxines. Si ces céréales ne sont pas mesurées, analysées, ces farines peuvent être toxiques pour les enfants. Donc, il faut vraiment assainir le secteur informel et surtout dans tout ce qui concerne les produits alimentaires. C'est très important. Il y a d'autres défis, mais ce qui est encore plus important au niveau du secteur agroalimentaire, c'est le manque d'adhésion aux normes et standards
internationaux, la certification. Nous ne pouvons pas exporter des produits si nous ne sommes pas certifiés. Donc, comment est-ce qu'on peut développer une industrie agroalimentaire compétitive et exportatrice sur le plan national, régional et international? La volonté politique est là. Si ce n'était pas là, j'allais dire qu'il faut commencer par la volonté politique. La volonté politique est là. Maintenant, il faudra analyser la chaîne de valeur. Il faut commencer par l'agriculture, aller vers la transformation et finir par l'accès au marché. Au niveau de l'agriculture, nous avons déjà une base. Nous avons des coopératives collinaires. Ces coopératives sont un maillot très très important dans la chaîne de valeur. Mais il y a une faiblesse, c'est que ces coopératives ne sont pas professionnalisées. Il faut professionnaliser ces coopératives. Il faut les former aux techniques agricoles, parce que ce sont ces coopératives avec les moniteurs qui vont encadrer la population. Il faudra donc vraiment professionnaliser ces coopératives. Si ces coopératives ne sont pas professionnalisées, il y a quelque chose qu'on est en train de manquer dans l'organisation de l'agriculture. Il faut également promouvoir une agriculture industrielle avec des semences améliorées afin de pouvoir produire aussi bien pour la consommation des Burundais que pour l'industrie. Il faut également, au niveau de l'agriculture, appuyer et inciter les entreprises privées de l'agroalimentaire à investir dans l'agriculture industrielle, à produire pour elles-mêmes. Ceci est important dans le sens où cette production, ces entreprises peuvent tirer vers le haut le reste de la population dans tout ce qui est technique agricole moderne, également appuyer la mécanisation. Donc, l'État pourrait appuyer ces entreprises dans la limite de ce qui est disponible. Maintenant, je vais au niveau de la transformation. J'étais au niveau de l'agriculture, la transformation. Vous savez que le Burundi n'est pas très grand, je le dis encore. Les terres sont petites. Les jeunes qui sont dans les villages ne pourront pas avoir suffisamment de terres pour produire. Il faut les former à ajouter de la valeur à ce qui est produit dans les champs. Il faut transformer. Il faut développer et promouvoir de petites unités de transformation et former aux techniques de production, de transformation et de conservation. Je peux donner une simple... Par exemple, produire de la farine de patates douces. Vous savez, chez nous, quand il y a beaucoup de patates douces, quand je dis chez nous, c'est à Bouquet, on dit que Ningoran. Ce sont des problèmes. On dit les patates douces, ce sont des problèmes. Ailleurs, on transforme la patate douce en farine. Et cette farine va servir à la base pour l'aliment pour les bébés. Je parle juste de la farine. Les coopératives Sangwe ont élevé des cochons. Vous savez, la loi de l'offre et de la demande, qu'il y a un produit qui est très répandu sur le marché, le prix baisse. Mais si ces coopératives apprennent à transformer, à faire les saucissons, à exporter, il y aura de la valeur ajoutée sur les produits, c'est ce que fait les coopératives. Donc il faut transformer. Il faut transformer à petite échelle. Il faut professionnaliser les coopératives et transformer, leur apprendre à faire de la transformation. Les fruits séchés, c'est très prisé en Europe. Nous avons peut-être les meilleurs fruits de la région. Si on pouvait les sécher et les exporter, ça va nous rapporter encore plus de revenus. Donc, il faut vraiment apprendre à transformer aussi bien au niveau collinaire, au niveau communal et également au niveau national. Il faut également soutenir les industries agroalimentaires existantes en mettant en place des conditions favorables à leur développement. Et enfin, encadrer les importations des produits alimentaires déjà produits au Burundi, tout en respectant des conventions et traités régionaux et internationaux ratifiés en matière de circulation de biens. Là, je peux donner un exemple. Je suis secrétaire général de l'Association des industriels du Burundi. On avait une réunion et on parlait des importations qui venaient de la Tanzanie, des bouteilles en plastique et des jus qui venaient de la Tanzanie et qui rentraient au Burundi. Et on sait que nous avons des industries qui font des jus. Et également, nous avons un encadrement au niveau du plastique, au niveau de la protection de l'environnement. Et il faudra vraiment voir si ce qui rentre chez nous convient à nos règles et également, sans toutefois
aller à l'encontre des conventions que nous avons signées. Et enfin, le dernier maillot de la chaîne de valeur, l'accès au marché. Nous devons renforcer les capacités des unités de production existantes en matière de qualité et certification. Le ministère en charge de l'industrie avait organisé il y a quelques mois des formations des unités semi-artisanales et artisanales. Ça, c'est vraiment un bon pas. Il faut continuer à les former. Il faut les former pour que ces unités puissent se professionnaliser. Il faut renforcer le rôle de la BBN pour stimuler l'adhésion des entreprises nationales aux normes et standards requis pour pouvoir exporter. Il faut développer les infrastructures. Les infrastructures, c'est un préalable pour la production industrielle. On a parlé de l'électricité, le chemin de fer, le transport routier, le lacustre et aérien. Également tout ce qui concerne par exemple l'exportation des produits frais. Il faut de la logistique. On a par exemple besoin des entrepôts frigorifiques. Si on veut exporter des haricots verts, il faut avoir un entrepôt frigorifique par exemple à l'aéroport. Bon, je vais terminer. Je terminerai en disant qu'il nous faut copier avec fierté. Nous avons des voisins qui sont très avancés dans tout ce qui concerne l'exportation des produits alimentaires. Le Kenya. Le Kenya est passé en 1992, le Kenya faisait rentrer 27 millions de dollars dans l'exportation des fleurs. En 2022, il tirait plus de 600 millions de dollars dans l'exportation des fleurs. Tous les jours, il y a un avion cargo qui amène des fleurs en Europe en partant du Kenya. Et on constate au niveau de ce pays du Kenya qu'il y a eu vraiment une très très forte volonté politique et il y a eu la mise en place de structures pour appuyer cette volonté d'exportation de l'État. Enfin, la Tanzanie. Vous savez, la Tanzanie a signé avec la Chine un deal d'environ 150 millions de dollars pour exporter les avocats. Est-ce qu'il y a un pays qui produit les avocats plus que le Burundi? Il n'y en a pas. Et en 2021, la Chine a importé de la Tanzanie environ 60 millions de tonnes d'avocats d'une valeur de 149 millions de dollars. La Tanzanie, en début 2022, a ouvert des greniers à céréales à Lubumbashi et à Djouba, au Sud-Soudan. Et la Tanzanie continue son expansion. Ils vont ouvrir au Kenya. Et vous savez qu'on importe beaucoup de céréales du Burundi. Donc nous avons des exemples autour. Nous devons copier avec fierté ce qui marche chez nos voisins, le copier et l'appliquer chez nous. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Catherine, pour vos réponses. Je voudrais inviter les autres qui vont répondre à d'autres questions, et même tout le monde, d'être un peu plus bref. Ne faites pas comme si vous venez faire une présentation qui dépasse celle du communicateur initial. Dire tout juste l'essentiel aux questions posées. Maintenant, j'invite Dr René Sabimana, doyen de la faculté de sciences économiques et gestion à l'ISCAM, de répondre à la question suivante. Au Burundi, plus de 200 mégawatts d'hydroélectricité commercialisables, mais qui ne sont pas optimalement exploités faute d'efficacité du réseau de distribution. Alors, M. Sabimana, quel mécanisme faire, quel mécanisme adopter pour atteindre 100% d'accès à 100% d'électricité? Soyez le bienvenu. Merci beaucoup. Excellence, tout protocole confondu, Mesdames, Messieurs, l'accès à l'électricité, c'est l'un des objectifs du développement durable, c'est notamment l'ODD 7. Et c'est un objectif de développement durable qui conditionne presque tous les autres ODD. Donc, c'est entre autres la réduction de la pauvreté,
la sécurité alimentaire, la santé, l'éducation, l'eau potable, etc., etc. Sans électricité, tout ne peut pas être exécuté. Alors, l'organisation du secteur d'électricité est faite selon normalement deux modèles. Il y a un modèle qu'on appelle un modèle centralisé, il y a aussi un modèle qui est décentralisé. Alors, au niveau du modèle centralisé, vous verrez que, par exemple, si nous observons le secteur d'électricité au Burundi, vous verrez que c'est un secteur qui reprend toutes les chaînes de valeur. On parle d'une intégration verticale. Une seule entreprise fait les activités de production, de transport, de distribution, mais aussi de commercialisation d'électricité. Ici, économiquement, donc c'est un modèle qui présente des avantages. Donc, on dirait que c'est un modèle qui pourrait permettre l'accès à moindre coût, l'accès à l'électricité à moindre coût. C'est un système aussi qui permettrait des économies d'échelle, en ce sens qu'une seule entreprise parvient à réaliser toutes les activités en réduisant les coûts de transaction. Mais pourtant, c'est un modèle qui est aussi des inconvénients. Donc, inconvénients pourquoi? Parce que nous retrouvons par exemple que l'accès est toujours moins développé en général dans les pays en développement. Vous verrez que moins de 50% de la population ont accès à l'électricité. Mais aussi, c'est un secteur qui est caractérisé par de faibles investissements. Vous savez que pour construire un barrage hydroélectrique, ici chez nous, vous avez vu, si je me réfère par exemple au barrage Gigi Murembwe, les études, donc, ou bien les statistiques, ou bien les perspectives disaient qu'aujourd'hui, en 2023, donc, le barrage devrait normalement être fonctionnel, alors qu'il devrait commencer dans les années 2013. Donc, les investissements donc, sont lourds et les financements sont généralement peu accessibles. Alors, l'autre problème, c'est qu'il y a la vétusté du réseau qui fait que alors, la qualité de service devient moins bonne. Vous savez que nous retrouvons toujours des coupures d'électricité qui peuvent soit être planifiées ou non planifiées. Alors, sur ce modèle, depuis longtemps, depuis les années 1980, il y a eu des réformes visant à séparer les différentes infrastructures des services. Si je parle des infrastructures, nous parlons par exemple de l'activité de transport, mais aussi de distribution, mais il y a aussi des activités qui peuvent être sujettes à une concurrence. Et là, nous parlons par exemple de la production d'électricité, mais également de la commercialisation. Dans certains pays, on a donc au niveau de la production, par exemple, on a attiré plusieurs investisseurs privés pour pouvoir opérer dans ce secteur de la production, qui agissent à la fois sur les centrales hydroélectriques, à la fois sur le hors réseau ou bien sur donc centrales solaires ou d'autres centrales. Et là alors, avec la réforme, avec la réforme, on essaie de créer plusieurs entreprises. Les entreprises peuvent être créées au niveau de la production, mais également au niveau de la commercialisation. Pour les infrastructures, le réseau de transport et le réseau de distribution, cela constitue en économie ce qu'on appelle le monopole naturel. Le monopole naturel, ça veut dire que ce sont des activités qui ne peuvent pas être exercées par des entreprises multiples, mais si une entreprise unique parvient à les faire avec à moindre coût. Et dans ce cas, alors, là aussi, pour pouvoir attirer le secteur privé, on peut amener le secteur privé à aller dans le capital de l'entreprise. Donc, alors, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, disait tout à l'heure qu'il faut promouvoir le secteur privé. Donc le secteur privé ici peut intervenir dans tous les maillons de la chaîne, à la fois dans la production, dans le transport, dans la distribution, mais également dans la commercialisation.
Au-delà de ça, la production, ça peut se faire soit au niveau des centrales hydroélectriques, ça peut se faire à la fois dans les solutions décentralisées, telles que l'énergie solaire, telles que l'énergie éolienne, le vent, telles que les batteries. Tout ça, ça produit de l'énergie. Si je compare les deux solutions, l'énergie d'origine hydroélectrique, bon, si elle est très chère et la construction d'embarrages nécessite beaucoup de temps. Et pour pouvoir, c'est vrai, c'était un modèle qui parvenait à couvrir une grande partie de la population avec le réseau interconnecté. Mais le problème, c'est que c'est un réseau qui va être dirigé spécifiquement vers la population urbaine ou à vocation urbaine. Ça veut dire que la population reculée ne peut pas avoir accès à ce type d'infrastructure. Mais il y a quand même un réseau qui est, lorsque les gens, à cause de beaucoup de coupures qui existent, beaucoup de gens ont installé des centrales solaires afin de pouvoir assurer la continuité lorsqu'il y a une coupure d'électricité. Aussi, pour réduire la facture d'électricité, certains préfèrent utiliser le solaire, par exemple, pour des fins de chauffage, pour des fins d'éclairage, et alors ils peuvent utiliser l'électricité seulement pour les infrastructures qui exigent la consommation de beaucoup d'électricité. D'où alors, ici, nous retrouvons les principaux défis sur le secteur d'électricité. C'est que nous avons un accès qui est faible. Le Burundi, selon les indicateurs que le présentateur a présentés, nous avons, on nous classe toujours parmi les derniers au monde, mais moi, je me dis que nous ne sommes pas les derniers du monde, parce que c'est vrai que lorsque nous calculons peut-être l'accès à l'électricité, on fait référence seulement au réseau interconnecté. Mais on oublie ces solutions décentralisées parce que nous avons, si vous traversez tout le pays, vous allez voir que tous les villages sont éclairés. Et on oublie cela. Tout à l'heure, il y a un indicateur qui a été donné. On a dit que le taux de pénétration du téléphone mobile est de 64%. Mais on dit que le taux d'accès à l'électricité est de 17%. Mais je me demande, ceux-là qui disposent de ces téléphones mobiles, où est-ce qu'ils les chargent? N'est-ce pas de l'accès à l'électricité? C'est lui qui disait, donc, son Excellence disait tout à l'heure qu'à un moment donné, on se sous-estime alors qu'on a un potentiel. Je me dis que ceux qui font des statistiques pourraient revoir la façon de calculer ces statistiques. On verrait que le taux d'accès à l'électricité est déjà devenu meilleur. Voilà, donc ça c'est donc. Et puis l'autre défi, c'est quoi? C'est nous avons un potentiel hydroélectrique qui est très élevé. On vient de dire que c'est un potentiel de 700 MW. Ça pourrait même arriver à 2800, mais malheureusement, c'est un potentiel qui est inexploité. Mais on se dit, pourquoi ne pas l'exploiter? Alors, les problèmes qui peuvent exister, on recense parfois le processus d'investissement qui est très long, le faible financement, mais également c'est les faibles gouvernances. Et là alors, on disait comment accroître la production, comment aussi accroître l'accès. Là, alors, je suis les solutions à au moins 6 niveaux. D'abord, il y a d'abord le niveau institutionnel. Au niveau institutionnel, si au Burundi, on a par exemple mis en place 2 lois. Il y a une loi de 2000 qui réglemente le secteur d'eau et d'électricité. Cette loi visait à séparer juridiquement les 2 secteurs, l'eau à part et l'électricité à part. Mais depuis 2000, je constate que la loi n'a pas encore été mise en exécution. Nous avons une seule entreprise qui fait les 2, alors que
elle est faite face à des problèmes, notamment des impayés et quelquefois du secteur public. Alors, il y a eu une autre loi, celle de 2015. Celle-ci est spécifique à la réglementation du secteur, à la libéralisation du secteur d'électricité. Qu'est-ce qu'on va faire? Ici, on cherche à séparer juridiquement les différentes activités d'électricité, à savoir la production, le transport, la distribution, mais également la commercialisation. Cependant, je dirais que nous sommes des spécialistes au niveau du cadre légal, nous sommes vraiment très forts. Mais au niveau de l'exécution, je crois que là, nous avons un problème. D'où alors, si on a mis en place une réglementation, je crois qu'il faudrait qu'on cherche à mettre en œuvre cette réglementation. Je le dis pourquoi? Parce que la réforme du secteur d'électricité a commencé en 2020, donc dans les années 1980, et ce qui a été fait en 2000 au Burundi avait été fait dans les pays voisins tels que l'Ouganda, le Kenya et les autres. En Ouganda, par exemple, on a séparé catégoriquement, on a la production à part, le transport à part et la distribution à part. Au Kenya, on a fait, par exemple, nous avons une seule entreprise vous avez plusieurs entreprises au niveau de la production, une seule entreprise qui assure le transport et la distribution, mais aussi d'autres entreprises qui sont au niveau de la commercialisation. Le modèle pourrait aussi fonctionner chez nous. Mais si on parle de l'introduction du secteur privé, là, c'est vraiment donc, un caractère qui est urgent. D'où alors, le premier, la solution, je crois que c'est au niveau de l'exécution des réformes qui sont mises en place. Deuxième réforme, c'est la séparation des deux activités, les infrastructures d'une part et les activités sujettes à concurrence d'autre part. Il se peut que si réellement le Burundi puisse faire en sorte que l'activité de transport et de distribution, puis c'est vrai que ça exige beaucoup d'investissements et l'État pourrait se concentrer sur ce volet. Mais alors, les volets de production, mais aussi de commercialisation, pourraient être affectés au secteur privé. Et alors, si c'est vrai au niveau de la production, parce que nous voulons, vous avez parlé, M. Eric, de comment accroître la production. Ici, si alors on privatise la production, donc on attire des producteurs indépendants qui peuvent agir à la fois dans les centrales hydroélectriques en faisant des contrats de partenariat public-privé. On en a, donc c'est décrit dans la loi de 2015, mais également il y a donc ces investisseurs peuvent participer à la fois dans l'hydraulique, mais également dans les solutions décentralisées telles que le solaire et l'éolienne. Aussi, on a vu que le secteur d'électricité a toujours été financé soit sur des emprunts, soit sur des aides. Toutes les centrales qui ont été érigées dans les années 1980 ont été effectuées soit en grande partie par des aides. Je crois que cette forme de financement, quelquefois c'est un frein, parce que lorsque le bailleur essaie de limiter le financement, donc ils promettent mais ils décaissent moins. Mais je crois que le Burundi pourrait aller vers la forme plutôt d'emprunt concessionnel. Et avec cet emprunt concessionnel, ça veut dire que l'État peut, par exemple, former des partenariats publics-privés. Et à partir de ça, alors, si une entreprise est en train d'exécuter ou d'exercer l'activité, alors elle pourrait être à mesure de rembourser la dette. Sinon, si on compte toujours sur des aides, je crois que donc, les aides sont toujours conditionnées et alors nous empêchent de pouvoir développer notre infrastructure hydroélectrique. Alors, l'autre solution que je propose, c'est privilégier les solutions décentralisées. Oui,
Le Burundi, là donc, le milieu urbain, je ne sais pas exactement les statistiques et comment ça se fait, mais le milieu urbain, il est moins limité par rapport au monde rural. Et si avec ça alors, ça veut dire que dans le monde rural, il est très impossible de pouvoir assurer partout le réseau interconnecté. Raison pour laquelle, si l'État pouvait subventionner le secteur des énergies renouvelables, cela, voilà, ça c'était la dernière solution que je voulais proposer. Et donc, avec ça, nous croyons que d'ici 2040 ou 2060, on pourra atteindre les cibles que nous avons. Mais quand même, il ne fallait pas attendre cela parce que la vision 2030 nous disait qu'il faut atteindre, donc il faut un accès à tous. Donc, ça fait 100% de la population devrait avoir accès à l'électricité. Mais en considérant ces indicateurs que j'ai dit, si on fait une enquête approfondie, on verra réellement que nous sommes peut-être à 50% et je vous remercie. Merci beaucoup, René Sabimana. Et à M. Egide Niogusaba, ingénieur civil. En 2040, chaque Burundais voudrait vivre à moins d'1 kilomètre d'une route praticable en toutes saisons. Le Burundi pourra réduire ses coûts de transport internationaux avec des ports et aéroports performants, ainsi que l'existence du rail. Et M. Egide, quelle stratégie en termes de financement, de maintenance et de résilience de ces infrastructures? Soyez rapide, soyez rapide. Est-ce que vous pouvez me laisser le cahier? Excellence, Madame la Première Dame du Burundi, très honorable Président de l'Assemblée nationale du Burundi, Excellence, Monsieur le Vice-président de la République du Burundi, Excellence, Messieurs les membres du gouvernement et de l'Assemblée nationale, Excellence, les hautes autorités du pays, les gouverneurs, les représentants du secteur privé, chers collègues, mesdames, messieurs, bon après-midi. Mentalité stratégique, je m'explique. Le Burundi a des infrastructures de qualité en termes de transport. Nous avons un réseau routier très dense et qui est bien réparti sur le pays. Du nord au sud, d'est en est, nous avons un réseau routier très long. Si vous comparez à la taille du pays, nous avons comme plus de 15 000 km de route dans un pays comme le Burundi. Donc c'est un réseau très dense. Pourquoi j'insiste que, en fait, nous devons manifester un esprit de travail assidu, de rigueur et de professionnalisme. Je veux dire par là que nous devons protéger le patrimoine que nous avons. Ce réseau que nous avons, il n'est pas bien protégé, il n'est pas bien géré, il n'est pas bien entretenu. Et nous sommes un pays où quelqu'un peut se lever le matin et couper une route et tout à fait en toute impunité, boucher les caniveaux, aller cultiver au-dessus garer les véhicules sur les ponts et tout ça en toute impunité. Donc avant même de penser à construire de nouvelles routes, à élargir les routes qu'on a, commençons par protéger ce que nous avons. Et ça, je pense qu'il faudrait même une loi pour que si quelqu'un cogne un poteau électrique ou détruit un ouvrage, il faut que, je ne veux pas utiliser le terme punir, il faut l'encourager à payer 3 fois ce qu'il a détruit. On ne va pas parler de punir. Ce n'est pas normal que quand on va dans d'autres pays, les gens respectent les infrastructures. Ici, chez nous, on voit des gens qui se lèvent le matin, ils jettent l'eau dans la route, de l'eau usée. Mais en fait, je vous dis, le bitume, c'est un matériau vivant. Le bitume meurt. Le bitume peut être détruit facilement avec de l'eau. Donc, première mesure, comme vous me disiez, comment on peut faire pour avoir que chaque Burundais soit à 1 kilomètre d'une route qui fonctionne dans toutes les saisons. Protégeons ce que nous avons déjà. Deuxième point, il faut des investissements massifs dans le domaine des infrastructures. Parce que infrastructure, ça veut dire quoi en fait infrastructure? Ça veut dire un service qui permet de transporter les hommes, les marchandises,
les services, les idées, les données d'un point A à un point B. Donc, les kilomètres qu'Eric a présentés qu'on va construire, même si on construit le meilleur réseau du monde, si on ne peut pas avoir de la multimodalité, on ne va pas y arriver. Ça veut dire quoi? Nous devons développer l'aviation, nous devons développer les sommets de fer, nous devons développer le lac, le couloir de